Martine Hébert, bonjour. Bonjour, Tony. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Martine, on parle du violon, on parle de ce que tu fais dans le domaine de la musique. Lors d'une précédente entrevue, on a parlé de plusieurs choses. On en était rendu au classique. On a parlé de tes cours de classique, comment est-ce que ça allait. Maintenant, on a 13, 14, 15 ans. On vient de terminer le classique. Ben, justement, qu'est-ce qui a fait que tu as passé du classique au folklore? Il y a eu un long cheminement entre les deux, il faut dire. Parlons de ça. Bon, vers 12, 13, 14 ans, je continuais le classique, mais les 2 dernières années, je commençais à être un peu tannée du classique parce que j'avais envie de jouer des pièces plus populaires que les jeunes aiment à cet âge-là. Est-ce que ce serait des pièces plus joyeuses, qu'on peut dire? Oui. Plus Oui, fun? plus joyeuses, différentes, là, on va dire. Est-ce que je vais essayer une question? Est-ce que ça serait plus... Là, vu que tu as toutes les bases, les techniques de base de classique, maintenant que tu sais comment manipuler ton instrument, est-ce que ça serait maintenant un petit peu plus délinquant de faire du folklore parce que là, il y a moins de discipline? Est-ce que c'est une bonne question? Bien, disons que je ne l'ai pas vu tout à fait comme ça. Oui. Parce que pour moi, le folklore, j'ai arrêté le classique vers 14 ans. Oui. Puis le folklore, je l'ai repris juste à 30 ans. OK. Donc, disons qu'il y a eu un gros laps de temps entre les deux. Là. Il se passe quelque chose. Oui, il y a eu quelque chose. Là, probablement les études. Hein, ça l'a joué. Oui, bien c'est ça. Il y avait les amis, les secondaires, les activités hors école et hors... Donc, avec les amis, c'est sûr que j'avais plus envie de jouer d'autres choses, mais j'avais un fond en moi qui aime la musique. Donc, je me dis toujours que si tu as le goût d'essayer quelque chose, fais-le. Surtout quand c'est de la musique. C'est une passion tellement extraordinaire. Surtout à l'adolescence, la musique est un bel échappatoire. Si tu t'ennuies ou que tu files moins bien ou quoi que ce soit, là, la musique m'a beaucoup aidé à passer à travers l'adolescence. Donc, j'ai passé à la guitare. À l'adolescence, j'ai arrêté le violon, mais j'ai continué à la guitare et j'ai pratiqué des heures et des heures et des heures et des heures dans ma chambre. Mais c'était des cours... c'était pas des cours, excusez-moi, c'était plus... je jouais par moi-même. J'ai appris la guitare d'accompagnement de chansons québécoises et tout ça. Est-ce que tu es capable aujourd'hui d'accompagner quelqu'un à la guitare? Ben non, oui et non, de base, mais ça, c'est un de mes objectifs que j'aimerais faire, recommencer à faire là, pour accompagner aussi, soit moi-même, des fois, faire des enregistrements d'accompagnement, puis jouer le violon par-dessus, ou parce que je voulais peut-être y aller avec le piano pour accompagner, mais je suis moins à l'aise avec le piano. Pour moi, c'est plus facile la guitare. Donc, probablement que je vais recommencer à jouer la guitare un peu. Martine, si on peut résumer un petit peu, tu as commencé avec le violon, tu as touché un peu le piano, tu as joué un petit peu avec la guitare. Est-ce que tu as d'autres instruments? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas comme ça qui est intéressant? Petite surprise. Quand j'étais jeune, j'ai peut-être essayé un petit peu l'accordéon. Quand j'allais chez ma grand-mère, elle avait un accordéon. Dans les fêtes de famille, je m'en allais dans le salon toute seule, puis je prenais l'accordéon, puis je pianotais, hein, c'est des petites touches, là. Pitonner. Pitonner. Je pitonnais les pièces que je jouais à l'oreille. Je pense que l'oreille aide beaucoup à apprendre les morceaux quand on Donc, entend. Tu étais capable de reproduire les sons. Oui. Donc, mémoriser aussi que le son se faisait. Et puis, donc, ça ne veut pas dire d'avoir des cours tout de suite. C'est qu'on peut prendre l'instrument puis l'essayer. Découvrir. Puis, je joue pas d'accordéon aujourd'hui, mais je l'ai fait. À ce moment-là, j'aimais ça. Je trouvais ça le fun de jouer
d'un autre instrument. Mais mis à part ça, à part des percussions que j'ai beaucoup aimées aussi dans l'adolescence, là, des jams de tam-tam avec du monde, puis ça, j'ai toujours aimé faire ça aussi. Ah oui, donc il y a beaucoup... c'est général, là. Il y a toutes sortes d'instruments là, que tu as découverts. Et qu'est-ce qui a fait que là, tu as fait du classique, tu as fait un petit peu de toutes sortes de choses, et que là, à un moment donné, on a eu un violon dans les mains, puis là, tu te dis, je veux faire du folklore. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est là la question. La question. Mais c'est... Suite, j'ai accouché de deux belles jeunes petite fille. À ce moment-là, j'avais un petit peu moins le temps, mais à un moment donné, je me suis dit que j'avais le goût de recommencer le violon parce que c'est un instrument que je connaissais bien. Je l'avais joué longtemps quand j'étais jeune. À la guitare, j'avais un petit peu de difficulté à faire des solos ou des choses plus complexes. Oui. Puis quand je retombais dans le violon, c'était plus facile pour moi. Donc, je me suis dit, pourquoi je recommence pas le violon? Là, au début, j'ai recommencé avec des pièces que je connaissais, classiques. Oui. Un petit peu des pièces populaires qu'on entendait à la radio, comme les Cowboys fringants ou mes aïeux, ou des petites choses comme ça que j'essayais. Mais par la suite, je me suis dit, je suis la seule dans la famille, ou presque, qui joue de la musique. Dans mes cousins et cousines, il n'y en a presque pas. Puis, je voulais vraiment pas perdre la racine familiale et l'héritage de mon grand-père et de mon père. Je me disais, je peux pas laisser ça mort. Quand j'ai entendu ça toute ma jeunesse, là, toute cette musique-là, puis en plus au violon, mon grand-père jouait du violon, mon père jouait du violon. Donc, je me suis dit, je peux pas ne pas apprendre ces morceaux-là au moins, là. Fait que c'est ça qui m'a donné le goût de recommencer la musique traditionnelle là, à ce moment-là. Et là, j'ai demandé à mon père de m'apprendre au moins un morceau. Alors, votre père a été un professeur, si on peut dire. C'est lui qui a été là, la clé pour entrer là, dans le folklore comme tel. Mm-hmm. Ah, oui. Et là, votre père pratiquait beaucoup? Est-ce qu'il pratiquait beaucoup à cette époque-là? Oui, bien, il pratiquait encore presque à tous les jours. Je l'entendais jouer, taper du pied. Bien là, à cette époque-là, j'étais chez mes parents en plus, il faut dire. Donc, je restais encore chez mes parents dans le sous-sol, puis j'entendais mon père. Fait que c'était facile pour moi qu'il me transmette cette musique-là, là, on s'assoyait ensemble dans le salon, puis là, il m'apprenait le morceau oreille à oreille. Là, je l'apprenais, mais là, je me rendais compte que passer du classique au traditionnel, c'est pas la même affaire. Bien, comme on disait tantôt précédemment, c'est que la délinquance, là. Oui! Mais en fait, le traditionnel, ce qui est le fun, c'est qu'on peut jouer... On n'est pas obligé d'être debout, rigide et avoir une position là, sans bouger les sourcils. Là. On peut sourire quand on joue du traditionnel, on peut s'assire, on peut... on peut s'exprimer. S'exprimer, puis j'aime ça bouger quand je joue du violon maintenant. Fait que ça a été une délivrance pour moi, là, le traditionnel pour ça. Là. Une délivrance de la discipline. Oui, exactement. Du style militaire, si on peut dire. Exact. Puis j'ai dû apprendre la twist d'archet qui est différente là, du trad au classique. Puis c'est là que j'ai pris des cours avec Éric Favreau. On va en venir à ça, Martine. Merci beaucoup. Mon nom est Martine Hébert, je suis violoniste. Je suis accompagnée de mon ami Guy Paré au piano et on va faire le set américain.
Monsieur Sylvain Rodrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes harmoniciste. Oui. Vous demeurez ici à Grondines, dans Portneuf. Alors, lors d'une précédente entrevue, on a jasé de toutes sortes de choses intéressantes de vos débuts. On a parlé un petit peu de l'instrument, on a frôlé ça un petit peu. Je voudrais parler un peu de vos parents, de votre parenté. Est-ce qu'il y avait quelqu'un chez vous? Est-ce que d'abord la musique était présente chez vous? Elle était présente dans le souhait, je dirais, et dans l'intention. Du côté maternel, il y avait des musiciens puis des chanteurs ou des aspirants chanteurs, mais il n'y avait pas vraiment de concrétisation professionnelle. Quelques-unes, mais pas beaucoup. Oui. Bon, je pourrais parler d'ancêtres, mais... Et du côté Rodrigue, du côté paternel, il y avait un petit peu plus d'intention parce que mon grand-père, Rodrigue, était plus riche, puis il payait des cours de piano à ses 7 enfants. Ah oui? Donc, c'était hyper important. Puis, bon, mon père, lui, c'était le plus maladroit de la gang. Il est allé vers le chant. Il avait une très belle voix, très bon orateur, comme mon grand-père d'ailleurs. Ça, c'est vraiment le fun parce qu'on est des bons orateurs. Je tiens ça de la famille Rodrigue. L'orateur est un bon professeur aussi. L'orateur est une personne qui met les gens à l'aise. Je suis capable de faire ça, c'est le fun. Mais la musique en tant que telle, la pratique de la musique, c'est pas faite de façon professionnelle, mais plus intentionnelle. Oui. Et dans les faits, c'est ça qui est arrivé, là. On encourageait le fait de devenir un musicien. Lors de réunions de famille, probablement les réunions là, à Noël, ainsi de suite, est-ce qu'il y avait des parties de famille? Est-ce que ça bougeait un peu? Oui, mais la famille, du côté La Rochelle, du côté ma mère, c'était une très, très grosse famille. Fait que les gens optaient pour de la musique déjà préenregistrée, puis il n'y avait pas beaucoup de musiciens qui le faisaient, qui osaient le faire. Ouais. Du côté Rodrigue, c'est une plus petite famille, côté paternel. Plus petite famille, il y en avait, mais les gens n'osaient pas trop. C'est pas comme une famille qui a fait ça tout le temps, là. Mais le talent était là, par contre. Les talents, mes tantes Rodrigue, très bonnes oreilles. Chez les La Rochelle aussi, ont tous des excellentes oreilles. Mais c'est comme si ça n'avait pas servi beaucoup. OK. On parlait précédemment, justement, que vous avez commencé là, à, peut dire, caresser l'instrument. Là. Vous êtes allé dans un magasin de musique, centre-ville de Québec. Ouais. Il y en avait beaucoup à l'époque, les magasins de musique? Pas bien, non. Ah, non, il y avait la Procure Générale, puis il y avait peut-être Champlain Musique sur la rue Saint-Jean. Puis il y avait peut-être un autre en Basseville. Ah, Saint-Cyr-et-Frères en Basseville, dans le Mail-Saint-Roch. Mais il n'y avait pas grand-chose à part ces 3 boutiques-là. Puis de l'harmonica, ben il n'y avait pas grand-chose non plus. C'était surtout la Procure qui en avait. On va en parler de ça, les premières pratiques. Bon, vous avez votre premier instrument. D'abord, est-ce que ça coûtait cher, un instrument de musique? Un harmonica chromatique, à l'époque, ça devait m'avoir coûté 50-60$. Ah oui? Oui. Aujourd'hui, c'est rendu à 200, même. Un petit 10 trous, là, mais les 12 trous sont rendus, peut en avoir à 400, 500, 800. Mais c'est quand même de l'argent pour l'époque, 50$ là, pour... C'était quand même beaucoup d'argent pour un enfant. Ouais. J'avais ramassé mon argent, comme j'avais ramassé mon argent pour acheter ma batterie aussi. Je mettais mes sous-côtés. Mes gens, du côté Rodrigue, les gens étaient plus en moyen, fait que des fois, je recevais de l'argent à Noël, à ma fête. Ouais. Puis je mettais ça dans un petit compte de banque, puis je voulais m'acheter ma batterie. Puis ça a été ma guimbarde, c'était mon harmonica, puis ça a continué comme ça. Chez vos amis à l'école, est-ce qu'ils savaient que vous pratiquiez de la musique? Ah oui? Ah oui. Racontez-nous ça. Dans les bons réflexes que mes parents ont eus, comme par exemple ma mère, c'était de m'inscrire à la petite maîtrise dans le temps. Fait qu'à tous les matins, j'allais chanter à la basilique, je prenais des cours de musique toute la journée. J'étais dans mon élément. Fait que mes amis à l'école, ils le savaient certains, puis ils voyaient bien que je m'en allais vers ça. C'était comme écrit « Profession Sylvain Rodrigue, musicien ». Ouais. Pour eux autres, c'était clair pour tous les musiciens, tous mes professeurs aussi, que c'était vers là que je m'enlignais. C'était déterminé. Aujourd'hui, est-ce que vous faites que ça? Ah oui? Donc, vous êtes professionnel dans la musique, comme tel, on peut dire. Ah ouais. Je gagne surtout mon argent en enseignant, mais plus ça va, plus je fais des concerts, plus... Parce que mon enseignement, c'est comme un laboratoire. L'harmonica, on ne le connaît pas de la façon que je l'enseigne. Puis il y a beaucoup de choses que j'essaie avec mes élèves qui n'ont jamais été essayées avant. Parce que l'instrument, il n'y a pas eu de développement pour. Fait que je développe,
je vais loin avec. Donc, vous apprenez de vos élèves. Hein? Vous apprenez des choses intéressantes. Ils ont beaucoup de choses à m'enseigner. Vraiment, là, un élève, c'est là pour nous remettre les pendules à l'heure. Vous découvrez. Hein? Découvrez des choses intéressantes. J'ai pas honte à dire que mon cours est un laboratoire parce que justement, il a toujours été ça. Quand j'enseignais pendant 20 ans au cégep de Drummondville, dans le département de musique, et tous mes élèves qui ont passé là, ils ont vraiment passé dans un lab. Un lab parce que justement, on est entouré de plein d'instruments qui ont déjà un passé, qui ont déjà une histoire. Mais nous, on n'en a pas. Fait qu'on essaie le plus possible de faire en sorte que l'instrument soit respecté et qu'on lui donne ses lettres de noblesse, comme le violon, comme la clarinette. C'est juste ça. C'est ça mon but, c'est d'être un pionnier puis de faire connaître l'instrument tel qu'il est. Est-ce qu'aujourd'hui, vous donnez des concerts de musique? Oui. Ah oui? Oui. Pas assez souvent à mon goût, là, mais plus ça va, plus je vais en donner, plus que je vais m'expansionner. Expansionner. C'est un beau mot. C'est bon, ça. Oui. Ensuite, vous êtes vos amis. On parlait tout à l'heure de vos amis qui étaient un peu impressionnés. Est-ce que vous avez influencé un peu vos amis? Est-ce qu'il y en a qui vous ont accompagné? Ah non? Non, on s'est séparés. Puis j'ai rencontré plein de monde. Hein. Quand je jouais de la percussion latine, j'ai créé des liens avec beaucoup de latino-américains. D'ailleurs, j'en ai un qui je suis bien ami avec. Je suis resté bien chum avec, puis on a un projet ensemble. Peut-être, lui, c'est un chanteur. Puis moi, jouer de l'harmonica et des percussions avec lui, peut-être accompagné avec un orchestre. On est tout en train de travailler là-dessus là, pour que ce soit des beaux projets. Là. Mais j'ai tissé beaucoup d'amitié puis de liens au courant de ma carrière. Moins avant. OK. Moins avant. Quand j'étais jeune enfant, c'est comme... on était dans un milieu musical, puis tout le monde en faisait, c'était normal. On se levait le matin, on allait à la basilique, on chantait, après ça, on prenait un cours, après ça, on prenait nos cours. Sur l'heure du dîner, il y avait encore des cours de musique. Le soir, il y avait encore des cours de musique. Il y avait une chorale avant qu'on parte. On faisait juste ça, de la musique. Mais ça, c'était en dehors de l'école. C'était à l'école. À l'époque, oui? La petite maîtrise prévoyait tout ça. Ah oui? Oui, puis ma prof de chant, Marie-André Paré, c'était ma prof préférée. Elle vient de Deschambault. Fait vraiment, j'ai adoré cette professeure-là. Elle m'a aidé à développer mon oreille quand j'étais enfant. Donc aujourd'hui, on a des sports-études, mais dans le temps, c'était de la musique-études. C'était un peu comme ça? C'était un peu l'équivalent de la musique-études à la petite maîtrise. C'était vraiment la seule école qui offrait ça. Là. Juste de la musique du matin au soir. Puis on était drillés, là. On y allait, on pratiquait beaucoup. On avait 4 profs différents qui nous faisaient faire de la musique toute la journée, en plus de nos cours. Et ça, c'était... Oui, c'est ça. Donc, c'était la semaine ou la fin de semaine? La semaine, pendant les heures de cours. Pendant les heures. Fait que les heures, des fois, il y a des heures de cours qui étaient consacrées à la musique parce qu'on était plus spécialisés, entre guillemets, que d'autres élèves. Fait qu'il n'y avait pas de concentration musique à cette époque-là. C'était la façon de le faire. Monsieur Sylvain Rodrigue, harmoniciste, merci beaucoup. Plaisir.
Trois excellents. Revenez ici, les amis, 30 secondes, je veux au moins vous présenter. Non? Il y avait Manon Racine à l'harmonica. Celui-là qui est debout, Vincent Reeves. L'autre debout, Jérôme Rossignol. Simon Roussel. Et puis, il en manque si un. Denis Guénette. Je m'excuse, Denis. Trois excellents solistes. Poursuivre ça avec une petite pièce qu'on a ensemble, Simon et moi. Simon, il a un petit fait pour la musique écossaise, Simon. Il est fort, il est bon là-dedans. Il fait bien sonner ça. Hein? Ça sonne vraiment. Pour moi, il doit avoir des racines écossaises, il ne me l'a jamais dit.
prochaine pièce. Oh, ça me tente. Nathalie, t'es prête? On va dire oui. Romain? Ah oui, donc, Romain. Romain, viens-t'en. Ah ouais, Romain. T'as juste à te mettre en dehors du micro. Ah non, ça ne force pas, Romain. C'est pas forcé, Romain. Tu peux vraiment dire non, puis tu peux m'envoyer promener. Tu as besoin de 2 micros, seulement? De 50. On va être correct, je pense. En spectacle, on est classique dans le cours, puis ben peinarde, puis là on arrive en spectacle. Toi t'es plus énervé, mais bravo Romain, bravo Nathalie. Merci. Monsieur Robert Boutette, bonjour. Bonjour Tony, ça fait plaisir de te voir encore cette semaine. C'est bien gentil, merci. Robert, on parlait justement lors de la précédente entrevue, on parle de Gilles Paré, évidemment. Oui. Parce que parallèlement
à tout ce que vous avez fait dans la musique, c'est-à-dire tous les orchestres, les parties avec les amis, tout ça, vous avez connu un grand maître, on peut le dire, Gilles Paré. Oui. Et vous avez connu ça, bon, vous avez dit à Saint-Albin, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ce qui a fait que Gilles, l'amitié, c'est devenu un ami. Oui. Et puis, ben, ça vous a amené à quelque chose de vraiment super le fun, c'est-à-dire la réparation et la fabrication d'accordéons. Ben oui, Gilles Paré venait ici souvent, puis Gilles, comme je disais à la dernière émission, Gilles connaissait beaucoup de musiciens ici dans le coin, puis on sait que dans le comté de Portneuf, il y en a encore, puis il y en avait des musiciens, des bons musiciens, puis ils sont encore très bons, puis il y en a des jeunes un petit peu qui commencent grâce à Tony, et qui les met en forme, c'est bien. Mais Gilles, en connaissant des gens de ce coin, Gilles faisait de la réparation d'accordéon à Trois-Rivières. Gilles demeurait à Trois-Rivières. Faisait de la réparation d'accordéon à Trois-Rivières. Puis là, les gens trouvaient ça loin un petit peu. Fait qu'il disait, quand je vais descendre chez Robert, je vais vous appeler. Emmenez-moi vos accordéons chez Robert, puis je vais vous réparer ça là. Fait que là, mon Dieu, les gens, ça faisait leur affaire. Et puis comme de fait, les gens emmenaient leurs accordéons. Il arrivait la semaine, ils disaient, Gilles descend en fin de semaine, là, j'en ramène mon accordéon pour faire réparer. Puis en même temps, ben, en sachant que Gilles descendait la fin de semaine, ça lui donnait une occasion de venir chercher les accordéons. Puis là, ben, ça commençait à faire de la musique, comme on parlait. Alors, c'est ça, Gilles réparait les accordéons. Le temps que j'allais faire ma business, j'avais des animaux, moi, ici à la ferme. J'avais une porcherie de 1000 porcs. Fait qu'il fallait que je m'occupe de ça quand même qu'on faisait de la musique. Oui. Eux autres, il fallait que je sois à l'heure, là. T'as pas tout le temps, toujours à l'heure, mais en tout cas, ça y est. Et puis Gilles, le temps que j'allais là, il réparait l'accordéon aussi. Ma femme, Thérèse, elle disait, Gilles, il a réparé des accordéons, là, parce que je l'entendais, là. Il tirait une note, puis il poussait une note. Puis moi, quand j'arrivais, ben, Gilles avait fini. Il jouait encore. Il y avait ces accordéons-là qui essayaient pour me mettre bien d'accord. Puis là, ben, c'est ça. Moi, j'ai vendu ma porcherie. J'ai fermé ça. Et puis là, j'ai resté avec l'autobus scolaire, matin, midi, soir. Puis j'avais du bourg, faisais un petit peu de sortes de choses. Et puis Gilles Paré est tombé malade en 1980. Oui. 1980, Gilles s'est fait opérer pour un cancer de l'intestin. Il est revenu très, très, très en forme. Les années 84-85, ça a été, il était en forme. Je pense plus qu'il était avant. Mais là, ben, ça a recommencé, ce cancer-là. Ça s'est répandu. Et puis là, Gilles, on le voyait aller pas mal. C'était plus grave la deuxième fois. Et puis là, ben, c'est ça. Gilles continuait à réparer des accordéons. Puis moi, j'avais du temps de libre un peu. Et puis, Gilles venait me voir. Puis là, on jouait de l'accordéon. Gilles le réparait beaucoup moins en dernier, là, parce qu'il était assez malade. Mais quand même, c'est un de mes grands amis. Il arrivait ici, sa chambre était là, il accrochait son linge. J'ai déjà arrivé de Québec, il était assis dans sa chaise, ça va prendre une bière. Ici, son linge était accroché. Non. Tu sais, quand c'était un de mes grands amis. Et puis c'est un gars aimable, c'est un homme aimable, puis un très, très bon musicien. Moi, c'est une musique, le style de musique qu'il faisait, j'aimais ça. J'aime toutes les musiques. Denis Côté fait de la musique, Tico Petit. Je les adore toutes, je les aime toutes. Mais on peut un peu chacun, comme moi aussi, on peut chacun notre façon de jouer. Ça fait que Gilles, c'est ça, pour revenir à Gilles, il réparait des accordéons un peu, puis après ça, il a tombé malade. Et puis, il est décédé en 1987. Au mois de mai 1987, Gilles décède. Puis Gilles, jusqu'au bout, moi j'allais chez eux à tous les 3-4 jours, j'allais le voir. Et puis il rentrait du stock. Il y avait des accordéons qui rentraient. Gilles, il téléphonait et il disait emmenez-moi des accordéons, emmenez-moi des accordéons. Fait, il y avait des accordéons flambant neufs qui étaient rentrés. Là. Solange, sa femme, elle disait qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait qu'un jour, après que les funérailles étaient passées, Solange, qui est resté notre grande amie aussi,
Elle dit, Robert, on est descendu en bas, puis elle dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Elle dit, comme moi, il y a un paquet d'accordéons qu'il y avait là, il y avait des donc, veut dire, Robert, des pièces d'accordéon, c'est-à-dire des accordéons en morceaux prêts à être oui, assemblés. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y avait des accordéons qui étaient démontés, qui étaient dans des caisses, là, dans des valises. Puis on a ouvert ça, puis on a regardé ça. Puis il y avait des accordéons flambant neufs, des honneurs, 3 rangées qui venaient d'arriver, des noirs, rouges. Solange me dit ça juste avant qu'on parte. Elle dit, pourquoi tu n'emmènes pas 2, 3 chez vous? Elle dit, ils sont flambant neufs, tu n'as rien à faire après ça. Elle dit, tu les mets là pour tes vents. Bon, je peux bien l'amener. Puis justement, j'emmène des accordéons ici, puis mon oncle Oscar, mon oncle à Tony, ça a été mon premier client. Mon oncle Oscar, à un moment donné, il avait eu des troubles avec son accordéon, puis il dit, maudit, Robert, j'arrivais justement avec ça. Fait qu'il dit, je vais aller te voir. Fait comme des fêtes, monsieur Oscar, Oscar Paquette, hein, et il ramasse les deux accordéons neufs, il me laisse les deux siennes usagées. Ça fait que, bon, ben là, il faudrait bien que je regarde ça un petit peu. Puis là, ben, j'avais pas de pièces assez pour commencer à regarder ça. Ça fait que je retournais chez Solange, je regardais ça, je regardais tous les casiers à Gilles, tous les tiroirs, puis toutes les... Enfin, il y avait du stock là-dedans, excuse le mot, mais c'était beaucoup. Puis là, qui va démêler tout ça? Ça avait quasiment pas de... Ça me tracassait beaucoup. Là, Solange, elle m'invitait, elle disait, regarde, fait que là, j'avais emmené 2 accordéons, un accordéon Louisiane que Gilles avait tout mis en pièces pour vernir le bois, mettre du vernis, et puis ajuster le jeu. Mais le jeu c'est marqué sur le jeu, c'est marqué ajusté. Okay. Hop! Fait que ça m'intéressait plus un peu. Oui, fait que, moi, j'ai emmené ça ici, puis moi, j'avais déjà une Louisiane ici, à moi, que Gilles m'avait vendu en 1975. Fait que j'ai commencé à remonter ces accordéons-là. Il y en avait 2. L'autre, c'était sa fabrication à lui, Gilles. Et puis j'ai recommencé à remonter ça, puis là, ben le son, oui, ça. Fait que là, j'ai commencé à prendre des sons de la mienne pour emmener les sons à peu près à ça. Puis c'est là que j'ai commencé. Puis à la fin du compte, ben, j'ai tout acheté le stock à Solange, tous les casiers. Là, ça me donnait des pièces de réparation. C'était toutes des pièces de réparation, des hanches, tout ce qu'il peut y avoir après un accordéon. Il y avait des soufflets, il y avait toutes sortes de choses. Puis il fabriquait, Gilles, ça fait qu'il y avait justement des pièces qui restaient pour fabriquer des accordéons. Puis Gilles, il y avait un monsieur Gauthier de Pointe-du-Lac qui fabriquait des accordéons pour lui. C'est lui qui faisait ses boîtiers, qui faisait tout. Fait que M. Gauthier me dit, après, peut-être 5-6 mois après, il me dit, moi, j'ai des pièces qui sont fabriquées. Et puis que quand Gilles est mort, il dit... Ben, puis c'était un de nos grands amis aussi. Il jouait de la guitare, ce M. Gauthier-là. Et puis, il est venu souvent ici avec Gilles. On allait à Trois-Rivières, on se rencontrait. Ça fait que j'ai dit, je vais aller voir ça. Comme de fait, je vais voir M. Gauthier. Ben, ça m'intéressait. Il y avait des boîtiers de fait, le poignet, le clavier. C'était fait. Il restait à monter ça, mettre ça en marche. Puis Gilles avait des jeux qui restaient chez eux, des jeux de Marc Savoie. Lui, Gilles achetait ses jeux de Marc Savoie. Puis des soufflets. Ça fait que j'ai commencé tranquillement à monter ça. Et puis, c'est là que ça a parti. Puis là, c'est M. Oscar là, qui m'a parti le plus. Il faisait la promotion. M. Oscar, ben oui, il a fait une grosse promotion, M. Oscar, quand il est venu chercher ses 2 accordéons. Et il allait dans les galas, il y avait des galas beaucoup partout. Puis moi aussi, je l'aime, mais lui, M. Oscar, il était quasiment partout. Puis là, il disait, c'est Robert Boutette qui a pris le commerce de Gilles Paré. Puis c'est Robert... le téléphone s'est mis à sonner. Ça fait de la belle promotion. C'est toi de la belle promotion. C'est toi qui as pris ça, la chose à Gilles Paré, puis tout, ça, tout. Fait que c'est de même que j'ai commencé avec rien.
J'avais rien. Gilles était assez secret dans ses conseils. Il était pas. Gilles, il était assez renfermé dans ça. Puis moi, j'avais vu Gilles démonter un accordéon ici à la table de cuisine. Il était venu ici, puis j'avais mon accordéon à moi. Il y avait 2-3 notes de fond. Gilles disait à un moment donné, je vais aller chez vous, puis je vais te la refaire à la grandeur. Je l'avais vu faire en haut, ici dans ma cuisine. Il a enlevé toutes les pièces, puis il a réparé ça, mais ça ne m'intéressait même pas. Je savais pas. C'était beaucoup avant ça. Fait que j'ai commencé avec. J'ai travaillé pas mal fort. Au début, je peux vous dire que je n'ai travaillé un coup. Bien, merci beaucoup. Merci bien, Tony. Merci. Monsieur Gaétan Morissette, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Gaétan, on a parlé lors d'une précédente entrevue de vos origines, de savoir un peu là, que... Est-ce que vous jouez beaucoup d'instruments? Vous en avez parlé un petit peu, oui, violon, accordéon? J'ai commencé à l'accordéon, mais oui. Moi, dans ma démarche, là, dans ma vie, je suis rendu à 64 ans, là, mais j'ai commencé l'accordéon, j'avais 5 ans. Ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que je suis curieux de comprendre comment un instrument fonctionne ou quel son qu'il peut faire. Fait que j'ai commencé à l'accordéon. Ensuite, j'ai passé au violon à 18 ans. Après, j'ai appris à jouer de la guitare. Ensuite, j'ai connu le banjo irlandais, qui est un banjo qui est accordé comme un violon, donc je pouvais jouer. Je suis allé en Irlande à l'âge de 50 ans, en 2010. J'ai découvert le concertina, qui est un petit accordéon diatonique, hexagonal, mais que les boutons sont chaque bord, donc on joue avec les deux mains. Je peux jouer de l'harmonica aussi, avec un guitarélé, le tambour. Fait qu'on peut dire que je suis un multi-instrumentiste, là. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites aussi, vous faites de l'animation, si on peut dire. Vous êtes demandé pour justement donner des genres de spectacles de musique traditionnelle. Oui. Mais vous faites aussi de l'explication aux gens de la... Bien, je joue avec des duos et des trios, là. J'ai joué avec plusieurs duos et plusieurs trios. Ça, quand on joue en trio ou en duo, c'est des concerts. C'est le principe concert. Je joue aussi pour des danses traditionnelles. Comme cet été, on a joué à l'île d'Orléans. On a joué l'île d'Orléans. On a joué pour les nouveaux arrivants à Saint-Basile, là, en août, et puis de Blé d'Inde en septembre. Fait que je joue pour animer des danses traditionnelles avec chœur. Je vais aussi dans les écoles. Je suis reconnu artiste à l'école. Quand je vais dans les écoles, là, j'emmène tous mes instruments. Puis j'explique aux enfants, soit élémentaires ou secondaires, les instruments qui sont utilisés dans notre tradition dans Portneuf. Fait que là, j'emmène mes violons, accordéons, tambours, tout ça. Puis j'ai des vieux accordéons que les jeunes peuvent jouer dessus. J'ai aussi donné des conférences sur la fabrication des tambours puis l'histoire des tambours. Pendant la pandémie, il y a un organisme de Montréal qui m'a demandé de monter une conférence en PowerPoint, en virtuel. Fait que j'ai même donné des conférences sur l'Internet, là, sur la tradition des tambours. Parallèlement à ça, qui est vraiment le fun là, comme activité, vous avez, avec des amis musiciens, commencé à faire des genres de festivals de tambours. Oui, on va parler de ça ici à Portneuf, ça a été à Deschambault. Comment ça a commencé, ces festivals-là? C'est intéressant, ça. Le Festival des tambours de Portneuf a débuté en 2009 à la Maison de la culture de Donnacona. Le processus, c'est qu'en 2007 ou 2008, c'est que dans ma démarche là, de retrouver les techniques de fabrication des tambours puis de retrouver des exemplaires de tambours, j'allais voir les familles qui possédaient encore des exemplaires, puis j'ai accumulé beaucoup d'informations. Puis j'avais monté un site web en 2008 avec une petite subvention de la MRC de Portneuf. Puis à la fin de la conception du site web,
il restait des sous. Fait que là, on a demandé la permission pour faire une journée, une soirée, où ce que tous les anciens joueurs de tambour encore vivants pourraient venir jouer, puis en même temps des spectacles de musique. Fait que là, ça a été un succès à la Maison de la Culture. Puis là, suite à ça, avec mes amis, on s'est dit, on ne peut pas arrêter là. Fait que là, on a fondé un organisme sans but lucratif qui s'appelle la Société des arts traditionnels de Portneuf. C'est un organisme qui est voué à la sauvegarde et à la promotion de la musique traditionnelle et des arts. Mettons qu'il y aurait un autre instrument qui se ferait dans Portneuf ou des techniques anciennes. C'est voué à la sauvegarde du patrimoine musical de la région de Portneuf. Puis là, on a fait 10 festivals par la suite à Ville-Portneuf, 2010 jusqu'à 2019. Puis là, ensuite, la pandémie est survenue. La pandémie de COVID-19 est survenue. Fait que là, on n'a pas pu faire de festival en 2020 et 2021 et 2022. Puis ça a un petit peu ralenti nos activités, comme d'autres choses. Dans ces festivals-là, bon, il y avait des spectacles de musique. Est-ce que c'était le tambour à Mayoche qui était la vedette? Est-ce que vous profitiez de ce moment-là pour justement démystifier le tambour? Oui, bien, le festival avait lieu au Carrefour municipal de Portneuf en novembre, à l'intérieur, parce qu'au Québec, il y a toute une série de festivals de musique traditionnelle, mais l'été, c'est souvent sous chapiteau ou en scène extérieure, mais en novembre, en raison de la température, on faisait ça à l'intérieur, puis on faisait venir des groupes de musique traditionnelle de tout le Québec. Il y a même des musiciens irlandais qui sont venus, qu'on connaissait, qui vivent en Ontario. Puis, en même temps, on donnait un atelier sur la fabrication et comment jouer le tambour. Fait qu'à chaque année, on a fait des ateliers. On a mis le tambour à Mayoche en valeur, mais c'était pas seulement des groupes qui avaient un tambour dans leur groupe. Là. Ça complétait, autrement dit, le party, si on peut dire. Ça. Là. C'est ça. Donc, ça attirait plusieurs types d'amateurs, si on peut dire. C'est ça. De passionnés, si on peut dire. Aussi, oui. Puis lors des ateliers, ça permettait aux jeunes générations de prendre connaissance. Parce qu'il y avait c'est pas chaque famille qui connaît le tambour à Mayoche, ni même chaque musicien au Québec, vu que c'était particulier à la région de Portneuf, fait que les gens découvraient ça, cette tradition-là. Fait que là, cette année, on n'a pas fait en 2020, on n'a pas fait en 2021, 2022. Cette année, on est en collaboration avec les Grands Bois de Saint-Casimir, qui est un organisme qui ont une microbrasserie et une salle de spectacle. Cette année, c'est les Grands Bois qui... ça va avoir lieu le 17-18 novembre 2023. Puis nous, on est en collaboration pour les aider puis les conseiller, mais eux reprennent un concept de festival. Puis je vais donner un atelier le samedi, sur le même principe que les anciens ateliers, pour que les gens qui viennent au festival prennent connaissance de notre tradition. Est-ce que ce serait dans votre désir, dans votre but de continuer de telle la formule de départ? À Portneuf, ben là, on est en réflexion, tu sais, comme... il y a beaucoup d'organisations et de festivals qui font pas 30 ans. Tu sais. Là, c'est que c'est vraiment l'énergie a été l'énergie du groupe, là, l'énergie de bénévolat et de temps alloué a été handicapée par la COVID. Tu sais, parce que quand que la COVID est passée, mais là, les membres de l'association... avaient d'autres intérêts ou, en tout cas, plus vieux, des enfants. Fait que là, on est en train là, en train de réactiver ça. Là. Vous êtes en réflexion. Oui, c'est ça. On est comme en pause, mais on est en pause, mais là, on est en train de sortir de la pause. Là, comme là, on est en train de réactiver le site web là, de la SATRAP. Puis, c'est sûr que la pandémie, c'est des événements dans l'histoire du monde qui ont des impacts. C'est pas ordinaire. Monsieur Gaétan Morissette, merci beaucoup. Merci beaucoup.